Le dictateur Ben Ali de Tunisie est en fuite avec sa famille. Condamné dans leur pays, la Tunisie a lancé un mandat d'arrêt international contre eux. Les Tunisiens aimeraient bien aussi mettre la main sur leurs richesses. Le gendre de Ben Ali a une résidence à Westmount et le beau-frère vit à Montréal. Nous avons enquêté là-dessus. Mais d'abord, une équipe de télévision française est allée en Tunisie et a constaté l'étendue de leurs richesses. Hammamet, sa plage et ses demeures somptueuses. Voici la maison de vacances de Nesrine Ben Ali, la fille du président, et de son mari Saker El Matri. Le couple est en fuite, mais leur palais n'a été ni détruit ni pillé. À l'intérieur, on trouve Fatih Bedjaoui. L'homme est directeur de l'Institut national du patrimoine. Il a été alerté. La maison regorgerait de pièces de musée, d'antiquités volées par la famille Ben Ali. Il vient en faire l'inventaire. Il tombe des nues. On la connaît. Non, il va falloir qu'on fasse maintenant un rapprochement avec les objets qui ont disparu d'un certain dépôt. Et il va falloir qu'on fasse un inventaire. Partout, des stèles, des sculptures, des œuvres du patrimoine tunisien, vieilles de 2000 ans. Vous pensiez trouver ça ici? Ah non. Ah non. De toute façon, on ne pouvait pas accéder. Il ne faut pas accéder à ces maisons-là. Il n'y avait pas raison pour qu'on y accède de toute manière. Mais c'est là où... L'archéologue est ému. Il est interdit de posséder ces pièces. Mais en plus, certaines d'entre elles ont été abîmées. Dans le salon, M. Bedjaoui s'effondre. En guise de cheminée, on a découpé des morceaux d'histoire. Ça, c'est des éléments qui appartenaient probablement à un seul monument, qui ont été, je ne sais d'où et quand, ont été complètement démontés. Puis, vous voyez, pour servir de décor. Hein. Arracher ces éléments-là, c'est... Et puis les transporter là, c'est... C'est quoi? Hein? C'est criminel, madame. C'est criminel, madame. Ça, c'est criminel. Cette stèle... Dans la maison, au total, 80 éléments d'un véritable trésor archéologique. Partout, même dans la cuisine. Le couple a fait installer des colonnes romaines pour soutenir une hotte. L'essentiel, nous, c'est qu'on fasse l'inventaire et puis on récupère ce qu'on doit récupérer. Et maintenant, c'est à l'État tunisien. Ah, c'est... De toute façon, ça a toujours appartenu à l'État tunisien. Avant, maintenant ou après. Donc, c'est... Jusqu'à ce 15 janvier 2011, l'État tunisien, c'était eux. Nesrine, fille aînée du couple présidentiel, et son mari, Saker El Matri, gendre préféré de Ben Ali. À 29 ans, il est multimillionnaire. On le surnomme déjà le Dauphin. À l'époque, c'est lui qui doit succéder au dictateur. Quelques mois avant la chute, dernières images officielles du clan. Le président Ben Ali, sa femme Leila, qu'on décrit toute puissante, le couple El Matri. Cliché d'une famille heureuse, aujourd'hui, tous sont en fuite. Pour comprendre l'étendue de sa fortune, il faut aller sur le port de Tunis, à la Goulette. Voici l'un de ses derniers grands projets, un terminal flambant neuf pour les touristes en croisière, une affaire en or. Depuis la Révolution, son village de vacances est totalement vide. Un peu plus loin, ses stocks de voitures. En Tunisie, le marché d'automobile est chasse gardée du clan Ben Ali. Chacun se partage les marques. Saker vend les Kia, Volkswagen, Audi et surtout les Porsche, sa fierté. Symbole de l'élite, ce sont elles que les manifestants ont saccagées. Les employés du port tiennent à lui montrer une prise de choix. Au fond d'un hangar, une Porsche Carrera, toute neuve, a été massacrée. Cette voiture, El Matri s'apprêtait à l'offrir à son beau-frère, le fils du président, Mohamed, âgé d'à peine 5 ans.
Une façon de remercier le couple présidentiel à qui ce fils de bonne famille doit son ascension fulgurante. Catherine Graciet est spécialiste des Ben Ali. En fait, rien ne prédestinait à ce destin. Hein. Ça, c'est absolument sûr. Ce qui s'est passé, c'est que Leïla Ben Ali, qui est donc l'épouse du président Ben Ali, souhaitait nouer une alliance avec cette grande bourgeoisie tunisoise, parce qu'elle et son mari sont d'origine extrêmement modeste et craignaient d'être balayés, en fait, d'être renvoyés du pouvoir par cette bourgeoisie. En 2004, mariage arrangé avec Nesrine. Ambitieux, le jeune El Matri tire vite profit de son nouveau statut. Il se lance dans les affaires, devient la face présentable du clan. Grâce à son beau-père, il s'implante très vite dans les secteurs les plus rentables. À Tunis, rendez-vous avec Nazir Banoul. Directeur d'une revue économique, il connaît personnellement El Matri. Il est dans la finance, il est dans les médias, la concession automobile. Donc il est un peu partout. Retour chez Porsche. C'est en 2006 qu'il se porte candidat pour distribuer la marque en Tunisie. Lors de l'appel d'offres, c'est lui qui est choisi par la maison mère. Aujourd'hui, Porsche France se justifie. Appel d'offres tronqué, passe droit, et pour financer ses projets, les banques ouvrent grandes leurs portes à El Matri, qui lui donne du crédit illimité et à des taux très réduits. C'est comme si je vais voir mon banquier, je vais lui dire, vous me prêtez si vous voulez venir. Dans ce pays laïque, il est même le seul à être autorisé à ouvrir une banque islamique et une radio coranique. Une façon d'attirer les croyances, de devenir populaire. Il se fait élire député et devient l'un des dirigeants du parti de Ben Ali. Leïla souhaitait faire de Sakir Materi un successeur du président Ben Ali. Et lui, d'ailleurs, s'est aussi autoproclamé successeur potentiel ou autodésigné de son côté. Argent, pouvoir, El Matri devient quelqu'un qui compte. Il joue la carte du jet set et s'offre un tigre qu'il exhibe dans des soirées très courues. Voici la dernière personne qu'il a croisée à Tunis. Emma Benjema est journaliste. La veille de la chute du régime, elle reçoit un coup de téléphone. Surprise, Sakir El Matri veut la voir pour une interview à la radio. Le pays est en plein chaos et lui parle de sa vie de famille. Son discours m'a semblé bizarre parce que la Tunisie était en feu. Il y avait un pays qui était en train de foutre le camp et j'avais un type qui était en train de me parler de je ne suis pas en fuite et de sa femme qui est enceinte, c'est-à-dire c'était un gros délire. Le lendemain de l'interview, il s'enfuit. Il serait maintenant caché au Qatar. La justice tunisienne le recherche, la diaspora aussi. Après la pause, les affaires du clan au Québec. Le gouvernement du Canada lui a donné l'autorisation de rester au pays, d'être résident. Les banques couraient après lui.